Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 17h30 à Yaoundé, précisément à Paquita, où nous émettons sur votre plateforme numérique et médiatique de référence. Bienvenue sur ce nouveau programme. Regard sur la diplomatie, le premier du genre. Ainsi, votre émission sera dédiée à la pédagogie et à l'analyse des rapports diplomatiques entre les différents États, ainsi qu'à la promotion de la diplomatie camerounaise en particulier et celle de l'Afrique en général. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, il est question ici d'analyser ou de percevoir la diplomatie selon le prisme africain. Vous savez que cela est quelque chose que nous manquons cruellement dans le monde de l'international. Alors, nous espérons qu'avec vous, nous pourrons entraîner cette aventure, nouvelle qu'elle soit, pour que nous en fassions un rendez-vous de référence. Et pour ce faire, je ne serai pas seul sur ce plateau. Nous accueillerons d'éminents analystes dans les domaines de l'histoire, du journalisme, de la diplomatie, des relations internationales. Ainsi, comme je vous le disais, nous ne sommes pas seuls. Et nous prendrons une petite pause pour venir présenter ceux-là qui nous font l'honneur ce soir d'être avec nous. Nous espérons que vous pourrez y trouver suffisamment d'éléments afin de mieux percevoir les éléments d'analyse dans le monde de la diplomatie. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls. Nous accueillons sur ce plateau d'éminentes personnalités. Je m'en vais ainsi commencer par le professeur Bidamindie, qui est chef des départements des arts et de l'archéologie à l'université de Yaoundé 1. Merci professeur de nous être présent avec nous ce soir sur ce plateau. Merci, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à nos co-panélistes. C'est un plaisir de participer, je crois, pour la première fois sur ce plateau. Nous essaierons de contribuer du mieux que nous pouvons. Merci. Merci professeur. Il faut rappeler que cette plateforme de regard sur la diplomatie n'est pas la première du genre. Nous avons l'initiateur de l'idée, Yves Modeste Ngué, qui est en plus président du réseau des journalistes de la diplomatie et de la stratégie que nous accueillons ici au téléphone depuis l'Écosse, parce qu'il faut le rappeler, il est aussi journaliste à radio, Jambo TV. Yves Modeste, bonsoir. Bonsoir à vous, Cédric Ougambok. Bonsoir au professeur Christophe Bidamindie. Bonsoir à Michel Mbarga. Bonsoir également à tout votre panel, vos téléspectateurs aussi. Et je suis très heureux de retrouver cette même plateforme de regard sur la diplomatie. Merci Yves Modeste, car il faut le rappeler que vous êtes celui-là qui avait porté cette idée. Et nous ne faisons que l'implémenter. Et avec nous, sur ce plateau, nous avons un tout autre journaliste, toujours dans la même dimension, sur la plateforme Regard sur la diplomatie. Michel Mbarga, bonsoir. Merci Cédric Ougambok. Bonsoir au professeur Christophe Bidamindie, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à Yves Modeste Ngué, qui va intervenir dans cette émission outre-Atlantique, outre-Méditerranée. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Source d'eau vive télévision. Bonsoir aussi aux promoteurs de cette télévision qui ne cesse de faire des progrès et de s'installer dans le landerneau audiovisuel et médiatique camerounais comme étant une référence. Je me réjouis que Regard sur la diplomatie
est ce nouveau terrain d'expression pour se déployer. Vous savez peut-être sûrement mieux que moi que c'est un concept qui est né outre médias, et de voir que l'idée se pérennise au-delà de la seule personne, de la seule structure qui l'a incarné pendant un moment. C'est un réel plaisir et un motif de satisfaction. C'est surtout une invite à se montrer plus digne, plus responsable davantage, maintenant que Regard sur la diplomatie va se déployer sur Source de Vie, sur Source d'eau vive et télévision. Nous espérons que ce sera une belle, longue et enrichissante aventure pour la grande communauté de téléspectateurs qui, je sais, se compte par milliers et même par millions au-delà du Cameroun. Merci Michel Mbarga. Vous savez que l'honneur est le nôtre de vous accueillir parmi nous, ainsi que le professeur, ainsi que le président du Réseau 10, Yves Modeste Ngué. Donc nous allons commencer avec une mise en bouche. Vous connaissez cette actualité au Mali où RFI et France 24 se voient aujourd'hui interdits de diffusion sur le territoire malien. Vous avez quelque chose à dire à propos de cette actualité? Je pense que s'il faut coller un commentaire, il faut que le commentaire qu'on va écoler parte des faits. Et comme je suis journaliste, je prends toujours beaucoup de plaisir à rappeler les faits. C'est que dans la foulée de la crise malienne, il y a effectivement que les autorités bamakoises ont estimé que RFI et France 24, RFI entendait Radio France Internationale, pas Radio France Intoxication, comme j'ai pu le lire. Par ailleurs, Radio France Internationale, l'un des médias les plus suivis sur le continent africain, et France 24, ne jouait pas le jeu qu'il fallait. À Bamako, on remet en cause de manière essentielle et fondamentale le traitement éditorial de ces deux médias-là. Et donc on a estimé qu'à un moment ça pouvait plus se poursuivre de la sorte, et les autorités de Bamako, les autorités de Maliennes, au plus fort de la crise diplomatique entre la France et le Mali qui se déploie depuis plusieurs mois déjà. On ne va pas refaire l'actualité, l'ambassadeur de France qui est expulsé de Bamako, Barkhane qui est prié de plier bagages, les Français de plus en plus persona non grata au Mali. Je crois que le seul commentaire qu'on peut y faire, ou alors la seule lecture efficiente et efficace qu'on puisse y faire, c'est que les autorités de Bamako ont pris leur responsabilité pour assurer ce qu'elles considèrent comme étant la santé médiatique du public malien. Et elles ont donc pris leur responsabilité en expulsant, en interdisant d'émettre ces médias-là qu'on accuse finalement de tous les mots de propagande, de contre-information, et finalement de faire un travail qui ne sert pas les intérêts du Mali. Maintenant, dans l'analyse, on va bien se rendre compte que pour l'observateur averti, pour l'analyste des questions diplomatiques que nous sommes, ce n'est finalement pas une surprise, et que c'est peut-être la conséquence logique d'une crise qui a commencé à se déployer. RFI et France 24 sont la voix du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangères, et qui sont donc financés par le Quai d'Orsay. Il y a toute une ligne budgétaire consacrée à eux, et donc ne doivent servir qu'une information, un verbatim qui est tout à fait conforme aux intérêts de l'Élysée, aux intérêts du Quai d'Orsay, aux intérêts de la République de France. Et il se trouve que très récemment, les intérêts de la République de France sont entrés en collision, en adversité, en inintelligence avec les intérêts du Mali. Donc je crois que c'est d'ailleurs logique, ça aurait été plutôt une surprise qu'on n'en arrive pas là. Si on en est arrivé à expulser tout un ambassadeur, si on en est arrivé à des joutes verbales comme on les a vues et comme on a pu assister récemment entre le patron des affaires étrangères maliennes et son homologue français, il était donc attendu que cette expulsion arrive. Et on va dire à l'attention des téléspectateurs africains, camerounais et bamakois, que
en cela, le Mali ne crée pas une jurisprudence avant que les autorités de Bamako ne décident d'expulser RFI ou alors d'interdire RFI et France 24 de mettre sur leur territoire. Toute l'Union européenne avait déjà barricadé, embastillé, je vais dire ça comment, embaillonné Russia Today, le média qu'on dit être pro-russe sur l'espace territorial des 25 pays de l'Union européenne. C'est pour dire que le Mali n'est pas exclusif le Mali n'est pas pionnier, le Mali n'est pas le seul à pouvoir interdire des médias d'émettre. Voilà. Donc, qu'on ne se fourvoie pas, qu'on ne se trompe pas, il appartient à des autorités qui jugent à un moment que, en temps de guerre, en temps de conflit, en temps de crise, la liberté, cette forme de liberté d'expression-là peut nuire à la souveraineté d'un État ou des intérêts d'un État, d'une population. Il leur appartient de prendre la responsabilité d'expulser. Et quand l'Union européenne expulse Russia Today de son espace, la France, l'Angleterre et tout ça, personne ne crie hurrah, personne ne monte sur le fronton des plateformes internationales et diplomatiques pour crier à la censure ou alors à la liberté d'expression. Il n'y a pas de rapport. Je l'ai dit sur une autre plateforme. Personnellement, j'attends toujours le rapport de Reporters sans frontières à la suite de cette interdiction, de ce bâillonnement de Russia, de ce musellement de Russia Today dans l'espace de l'Union européenne. On est en droit d'attendre un rapport d'Amnesty International sur la question. On est en lieu d'attendre un rapport de Human Rights Watch qui vient nous alerter sur le recul des droits d'expression, de la liberté d'expression, comme on a coutume de le faire. Et je sors par là pour dire que le Cameroun a eu a passé un moment difficile en 2018 avec son élection présidentielle et les événements qui s'en sont suivis. Et nulle part on a interdit à un journaliste ou un média d'émettre. Donc je crois que, et malgré tout ce qui a été dit autour de la crise anglophone, autour de l'élection présidentielle au Cameroun et de ses conséquences, aucun média n'a jamais été officiellement censuré, interdit d'émettre. Je crois donc que finalement, nous au sud du Sahara, on aurait peut-être aussi, à défaut de pouvoir donner des raisons, on devrait cesser de s'auto-châtier comme on le fait souvent à chaque fois que les autres nous indexent. Voilà, donc je crois que, et pour me résumer, les autorités maliennes ont pris leurs responsabilités, c'est des responsabilités qu'elles assument en toute souveraineté et on ne peut que coller en commentaire. Depuis que RFI et France 24 ont cessé d'émettre au Mali à Bamako, la France n'a pas cessé d'avancer. Il y aura élection là-bas dans une vingtaine de jours et l'Afrique ne se porte pas moins mal. Merci Michel Mbarga. Déjà, Yves Modeste, comme le relevait Michel Mbarga, on constate un recul des libertés de la presse. De votre côté, il a mis en parallèle une situation qui se passe aujourd'hui en Union européenne où Sputnik, les médias Sputnik et Russia Today se sont vus interdire d'émettre sur tout l'espace de l'Union européenne. Ne trouvez-vous donc pas que ça crée un dangereux précédent dans le cadre de la liberté d'expression? Dans un sens comme dans l'autre, on pourrait croire que c'est l'impression qui se dégage, mais voyez-vous, lorsqu'on est au courant de tout ce qui se passe autour de la diplomatie des médias, parce que c'est aussi une forme de diplomatie, la pression qui est exercée par les médias, c'est pour influencer l'opinion, et je crois que l'interdiction des médias que vous avez mentionné là entre tout simplement dans la logique de contrecarrer un certain jeu qui est décrié par certaines administrations. Je prends ici le cas de l'administration du Kremlin. Alors, parce que lorsque, moi je vais prendre un cas qui est tout flagrant. J'ai une connaissance du côté de l'Ukraine. Alors, on échangeait très récemment. Et moi, je lui posais des questions de savoir ce qui se passait réellement de l'Ukraine. Bien évidemment, il y a la guerre, c'est une guerre sérieuse. Le problème, c'est que qui est relayé par les médias avant, il y a car les chiffres sont alors si vous voyez que
Alors, Yves Modeste, oui, nous avons du mal. Yves Modeste, nous avons du mal à vous recevoir. Nous reviendrons tout à l'heure vers vous. Donc, avec vos professeurs, la même question se pose. Malheureusement, les soucis de connexion nous ont obligés d'interrompre l'intervention de Yves Modeste. Est-ce que vous ne trouvez donc pas que ça crée un dangereux précédent quand on sait qu'il y aura des mesures de rétorsion de la part de la Russie? Parce que nous étions tout à l'heure, nous sommes quittés du Mali pour l'Union européenne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des mesures de rétorsion de la part de la Russie quand on sait qu'aujourd'hui les médias à caractère pro-russe sont aujourd'hui interdits de diffusion sur l'espace, du moins sur l'espace de l'Union européenne? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias, c'est pas simplement un outil d'information, c'est aussi un outil de manipulation, c'est aussi un outil idéologique. Je voudrais même prendre l'exemple du journaliste Alain Foucault, qui est de RFI, je crois, et qui a eu des problèmes parce que je pense qu'il s'était écarté un peu de la ligne éditoriale, c'est-à-dire des intérêts de la France, et a fait des enquêtes qui ne rentraient pas du tout dans... donc c'est juste pour dire que ça ne m'étonne pas. De toute façon, les Maliens ont estimé que RFI ne militait pas pour leurs intérêts, et c'est de bonne guerre, parce que je ne suis pas sûr que si un média malien se met à aller contre les intérêts de l'Union européenne ou de la France, qu'on va laisser diffuser librement sur l'espace européen. Donc c'est tout à fait de bonne guerre. Et ça se passe partout, et ça ne choque personne. Le problème, c'est que quand c'est l'Afrique qui, depuis longtemps, revendique un nouvel ordre mondial de l'information, parce qu'il faut aussi l'avouer, pour le déplorer, ce que nous avons dans les médias, c'est ceux qui financent, c'est leur discours qu'on entend, c'est leur opinion qu'on nous fait... Effectivement, professeur, nous allons entrer dans cette thématique tout à l'heure, donc évitons de trop rentrer en profondeur. Ok, donc pour moi, les Maliens ont pris leurs responsabilités, c'est bonne guerre, ça se pratique partout et c'est normal. D'accord. Alors, Yves Modeste, je vous reviens, vous m'entendez? C'est vrai que nous avons quelques difficultés à bien vous écouter. Alors, pour chuter, concernant cette liberté d'expression, vous savez que vous émettez depuis l'Écosse sur la même plateforme, qui est celle de Regard sur la diplomatie, avec une liberté de ton, faut-il le rappeler, pour chacun d'entre nous ici qui avons déjà partagé votre plateau. Peut-on croire qu'aujourd'hui, il y a un recul, si on peut le dire, parce que tout semble vouloir faire croire qu'il y aurait un recul des libertés de la presse en Europe. Est-ce que l'exemple qui est le vôtre ne vient pas à contre-pied de ce que cette assertion-là pourrait être fausse? Moi, aujourd'hui, d'ailleurs là, il est qui se prédit. Vous comprenez qu'il y a au niveau du royaume pas suivre l'émission par exemple. Il faut comme le défaut mieux comme ça nous force alors, lorsqu'on est au lait, alors, Yves Modeste, nous sommes désolés, vraiment, nous essayons tant bien que mal
d'amener la connexion. J'espère que l'équipe technique pourra très rapidement remédier à cette situation, car nous avons énormément de mal à vous suivre. Alors, nous rentrons de plein pied sur notre thématique principale, qui est celle-là qui va s'afficher bientôt à l'écran. Le Cameroun face à la mondialisation, introspection et positionnement sur la scène internationale. Chers invités, nous allons nous livrer à un exercice pédagogique. Je pense que le professeur à qui je donnerai l'honneur dans cet exercice-là, c'est-à-dire nous allons ressortir déjà les mots-clés qui sont la mondialisation. Comment est-ce que nous pouvons définir ce qu'on entend par mondialisation et quels peuvent en être les facteurs, si on peut le dire ainsi? Je dirais, dans le sens moderne, c'est la facilité que nous avons à communiquer, qu'il s'agisse par des moyens traditionnels, la route, l'avion, que par les moyens, je dirais, soft, c'est-à-dire les TIC, le téléphone et la télévision et toutes les autres formes de médias, de sorte que on a l'information à l'instantané de quelques parties du monde où ça se trouve, que ça se passe en Australie, à Yaoundé, nous pouvons vivre en direct ce qui s'y passe. Ça donne l'impression qu'il n'y a plus vraiment de barrières, que le monde est devenu un gros village où on sait ce qui se passe partout, quel que soit le coin du monde où on est, que vous soyez en pleine forêt, que vous soyez en plein New York ou bien à Kyoto. Donc, c'est cette facilité que nous avons à communiquer, c'est cette facilité que nous avons à interchanger qui, de mon point de vue, qui est la facilité qui induit un peu ce terme de mondialisation. Mais j'aimerais quand même dire, venant des sciences anciennes, que les échanges ne datent pas de l'invention de ces moyens modernes de communication. Les échanges sont aussi vieux que le monde. C'est-à-dire, mais simplement, c'est qu'à l'époque, la facilité avec laquelle nous avons à communiquer aujourd'hui, c'est-à-dire de mon téléphone, je peux appeler quelqu'un tout de suite qui est à Londres, Yves Modesngué, il est en train de causer avec nous comme s'il était avec nous. Ça n'existait pas à ces époques-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde a toujours été connecté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique le fait que l'homme parti d'Afrique, il s'est retrouvé à peupler toute la planète. De même, les échanges dans tout ce qui est connaissance, tout ce qui est science et qui existe. Vous savez, la science est née de l'Égypte, a diffusé à travers le monde par un système, par des réseaux de communication, mais qui n'était peut-être pas instantané à l'époque, mais pour moi, ça rentre dans peut-être le processus de développement moderne de mondialisation et d'échange. Voilà un peu comment je peux expliquer ça. Merci professeur. C'est vrai que nous allons essayer de ressortir encore davantage les aspects, comme vous l'avez dit, à savoir les facteurs qu'on peut mettre en avant lorsqu'on parle de mondialisation. Quand on sait que nous avons l'aspect politique, l'aspect économique, vous l'avez mis l'aspect socio-culturel, dont je pense que la télécommunication est une partie intégrante. Donc avec vous, Michel Mbarga, quels sont les acteurs que nous retrouvons dans ce que nous appelons globalement la mondialisation? Écoutez, on va faire comme en représentation mathématique, on va disséquer de manière décimale pour identifier dans mondialisation le mot monde, le radical monde, qui appelle donc à la connexion de tous les ensembles du monde. Et qu'est-ce qui constitue le monde? Ce sont les continents, ce sont les grands ensembles, ce sont les pays, ce sont les organisations régionales, sous-régionales. C'est les pays à l'échelle de vraiment entités
national, c'est eux qui sont les acteurs premiers de la mondialisation. La mondialisation étant entendue, comme le professeur Christophe Mbida-Minzie l'a défini, comme étant un mouvement qui a un aspect philosophique, qui a un aspect politique, qui se décline de manière concrète et pratique dans son volet économique et culturel. Donc la mondialisation, c'est ce mouvement-là qui tend à vraiment mettre tous les acteurs du monde dans la même assiette, à les interconnecter, de manière à ce que un citoyen de Kuala Lumpur gagne sa vie et paye ses impôts à Guidigui dans l'extrême nord du Cameroun, sans que cela ne gêne personne, sans que cela ne dérange personne. La mondialisation, c'est la capacité que s'est donnée l'humanité à pousser jusqu'aux extrêmes son florilège d'échanges économiques, d'influence politique et donc d'échanges culturels aussi. Ça fait donc qu'il y a un volet échange que le professeur a d'ailleurs relevé, qui est très important, qui est très poussé. Mais n'oublions pas que la mondialisation, c'est aussi une philosophie. C'est une idéologie qui a été pensée et qui vise dans l'objectif final à tellement interconnecter le monde que la destination finale de la mondialisation, c'est l'avènement du nouvel ordre, de ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial. Un gouvernement unique, une armée unique, une religion unique, un mouvement culturel unique. C'est la volonté déclarée, affichée et assumée de vouloir gommer les spécificités particulières qui sont celles des États, celles des continents et celles des autres ensembles. C'est ça le but avoué de la mondialisation. C'est la monnaie unique. Et à ce stade-là, donc, on va se dire qu'elle est aussi vieille que le monde, mais comme le professeur le disait, mais elle s'est accélérée à certains moments de l'histoire. Elle s'est accélérée, par exemple, quand les grands de ce monde décident que les échanges doivent se faire uniquement en dollars, que le dollar, ça doit être la monnaie universelle des échanges. Et donc, on évalue tout à l'aune du dollar. La mondialisation s'est accélérée quand les grands ensembles se sont constitués et que le monde s'est débipolarisé pour devenir unipolaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La mondialisation s'est accélérée justement avec l'avènement des deux guerres mondiales. C'est-à-dire que le prince héritier de Sarajevo a été assassiné et puis, bam, ça part de là. Toute la planète est impliquée sur une étincelle, sur le départ d'une étincelle. C'est ça en fait la mondialisation. C'est la capacité pour quelqu'un à des milliers de kilomètres de vous, là-bas à Singapour, d'appuyer sur une étincelle et qui fasse un grand feu qui vous embrase et vous retrouve chez vous au Cameroun. C'est ça la mondialisation. La mondialisation s'est accélérée avec les institutions de Bretton Woods qui sont nées avec l'Organisation des Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La mondialisation s'est poursuivie et a été elle aussi dynamique que les mouvements du monde. La mondialisation s'est positionnée dans l'ensemble mondial comme étant une tendance qui devait être irréversible, comme justement la capacité pour les plus grands à constituer un bloc, celui de l'Est, de l'Ouest qui avait vaincu, heureusement ou malheureusement, celui de l'Est, et dont la défaite a été consacrée par la chute du mur de Berlin. Et donc, c'est devenu la dictature des puissants qui ont dû, pour se protéger, créer donc leur armée unique, l'OTAN, l'Organisation de l'Alliance Atlantique, à laquelle il fallait adhérer. Et pour adhérer, il y a des conditionnalités. Il faut être avec eux. De préférence, il faut être caucasien, il faut être chrétien, il faut adopter un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles ce que j'appelle et que j'assume comme étant tel la démocratie de la bolle, la démocratie qui nous a été imposée. C'est ça, la mondialisation aujourd'hui, c'est la volonté d'imposer certaines valeurs qui peuvent être perçues, qui sont perçues chez nous comme des contre-valeurs. Changer des leaders politiques tous les matins, un peu comme on changerait de sous-vêtements au lever du soleil ou alors au rythme où on change une brosse à dents. Et on a appelé ça l'alternance. Alors que finalement, changer les hommes ne signifie pas qu'on a changé le système. La vraie alternance, c'est pour la capacité de changer
de réinventer un système à la place d'un autre qui est devenu désuet. Et c'est ça les valeurs de la mondialisation. Les valeurs de la mondialisation voulues par cet Occident-là, qui veut nous amener à tout prix vers ce nouvel ordre mondial-là. Et je me souviens du président Nicolas Sarkozy qui vous le rappelle à coup de réclame, comme un ramdam, comme comment on dit ça, comme une ancienne qui vous le rappelle. Rien ne nous empêchera d'aller vers ce nouvel ordre mondial-là. C'est la possibilité pour un garçon de sexe masculin de se marier avec un autre garçon de sexe masculin. C'est la possibilité pour un être humain normalement constitué de se dire que bon, ma préférence sexuelle, ce sont les chiens, ce sont les chevaux, ce sont les serpents. C'est-à-dire qu'on va vers la zoophilie, la scatophilie, après l'homosexualité et toutes les formes de pédérastie que vous savez. Et c'est ça la mondialisation. Donc, une fois que vous ne les avez pas épousés, ceux qui organisent la mondialisation et qui travaillent à l'avènement de ce nouvel ordre mondial-là, considèrent donc que vous êtes en marge. On s'assure de vous mettre en marge. Et donc, ça a des répercussions parce que vous ne pouvez plus vendre aisément vos produits à l'échelle internationale. On vous frappe de sanctions, on vous isole, on vous menace de vous débarrasser du couvert ou alors de la protection des grands de ce monde. L'OTAN, une protection dont a énormément besoin l'Ukraine aujourd'hui, on en parlera aujourd'hui et qui n'arrive pas finalement. Et voilà, non, c'est ça la mondialisation. Mais dans les dynamiques de la mondialisation, non, il y a les altermondialistes. Il y a ce courant-là qui est né pour venir contrer cette forme de nouvel ordre mondial. Et les altermondialistes, eux, appellent à un nouvel ordre, à un autre type de nouvel ordre mondial, dans lequel on respecterait peut-être mieux la planète, dans lequel l'écologie passerait, gagnerait une place plus importante, dans lequel les spécificités culturelles gagneraient à mieux être représentées. Et moi, je vais peut-être sortir par là pour cette prise de parole-là. Je me souviens avoir lu dans mes années de lycée un auteur camerounais, le père Angel Benvin, pour ne pas le nommer, et qui, dans son récit, dans son livre, son recueil de poèmes intitulé Balafon, s'étale énormément, notamment en préambule. Les 6 ou les 7 premiers textes de Balafon sont consacrés à initier le jeune apprenant de classe de première à la mondialisation. Lorsqu'il adresse une lettre à Roland Roger, à Confucius, à Moctezuma, et lorsqu'il leur adresse une lettre collective, et lorsqu'il représente et fait ce dessin-là de la mondialisation comme étant le rendez-vous du donner et du recevoir. Si c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, d'où vient-il que le corpus des valeurs et l'idéologie officielle soient pensées ailleurs pour être imposées, disséquées, quasiment comme on appliquerait du plâtre sur l'ensemble de cette surface de télévision, de ce studio de télévision, au lieu d'être conçu comme justement un espace où chacun apporte du sien pour qu'on mette ensemble et que finalement on fasse à l'image de ce que Cheikh Anta Diop appelait le tissu bigarré. C'est la multiplicité des couleurs dans ce tissu bigarré qui ferait la beauté justement de ce tissu-là. Donc dans la mondialisation, il y a ceux qui veulent aujourd'hui, si on devait en faire le bilan, il y a ceux qui veulent l'imposer. C'est le courant de l'Ouest qui veulent imposer tout dans la mondialisation pour qu'on vienne à la monnaie unique, à l'armée unique, à la religion unique, au gouvernement unique. Et il y a une frange de ceux qui pensent que les choses ne peuvent pas se passer comme ça, là, qu'ont fait Vladimir Poutine en 2007 déjà, lors de cette conférence à Berlin en Allemagne, qui leur disait, mais non, l'unipolarité du monde est un danger pour l'avancée du monde. Et on voit où ça nous a mené aujourd'hui. Merci Michel Mbarga pour cette prise de parole. Yves Modeste Gay, j'espère que vous êtes avec nous. Yves Modeste. Oui, pourquoi pas? D'accord. De nombreux termes sont ressortis lorsque Michel Mbarga intervenait tout à l'heure. Il a parlé de nouvel ordre mondial, d'altermondialisme, d'unipolarité, de bipolarité. En réalité, lorsque nous entendons les deux précédents intervenants, déjà, le professeur mettait en exergue l'aspect que nous pouvons trouver de bénéfique en ce qu'on a appelé la mondialisation, surtout sur le plan anthropologique, en mettant en exergue le fait que cela a déjà existé. Et Michel Mbarga essayait de mettre en relief aussi les dangers et même la manière dont il a anticipé un peu sur la question que je vais vous poser, la manière dont s'exprime aujourd'hui la mondialisation. Alors, davantage
en prenant en compte le fait de comment est-ce que la mondialisation s'exerce dans l'environnement dans lequel nous vivons, quelle est la place que nous pouvons donner à l'Afrique dans cet univers, comme M. Michel Mbarga le disait tout à l'heure, du donner et du recevoir? Alors, la place de l'Afrique, c'est la place que l'Afrique elle-même a choisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons décidé volontairement de jouer les derniers. Et parce que nous avons choisi de jouer les derniers, on va subir à chaque fois. La mondialisation va très vite. Michel Mbarga a presque tout expliqué. Mais dans ce processus-là, où était l'Afrique? Où est l'Afrique? Je vais vous prendre quelques exemples. J'ai eu à prendre un tout à l'heure et j'espère que cette fois vous m'entendez très bien. Tout à fait. Vous voyez le projet de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Tout à fait. Alors, c'est un projet aujourd'hui que l'Afrique pouvait par exemple capitaliser pour s'imposer et imposer également sa volonté, sa manière de voir. Mais malheureusement, combien de pays ont ratifié cet accord? Combien de pays l'ont signé? Donc, disons, tous les pays ont signé ou ont pas, mais la ratification pose toujours problème. Le projet qui devrait être mis en œuvre il y a déjà 3 ans, on est toujours là en train de réfléchir, en train de s'atteler par rapport à ça. C'est la place que l'Afrique a choisie dans la mondialisation. Alors c'est cette même place qui voudrait que lorsqu'il y a un coup d'État aujourd'hui en Afrique, que l'institution qui doit chapeauter l'Afrique tout entière se lève pour condamner certains coups d'État et refuser de condamner les autres. Ça montre quoi? Ce que je veux, oui, excuse. Ça montre clairement qu'il y a une volonté de diviser. L'Afrique est divisée en elle-même. Et dans le processus de mondialisation, ça paye cash. L'Afrique n'est pas, ou ne constitue pas des États comme la Russie ou la Chine. La Chine aujourd'hui peut compter sur ses forces. La Russie peut compter pour ses forces pour aller envahir ou annexer un pays comme l'Ukraine. Mais l'Afrique n'a pas ces moyens. Ça veut dire l'Afrique devrait davantage se mettre en commun pour essayer de capitaliser ce qu'on appelle la mondialisation, d'imposer sa volonté. On lutte, on a des luttes légitimes, comme obtenir une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une lutte légitime. Mais comment est-ce que l'Afrique s'organise? Lorsque c'est une petite question, vous avez vu le vote, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, le vote de la résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies. Chacun va de son point de vue. C'est ça le problème de l'Afrique. En réalité, dans le jeu des rapports de force, pour mieux s'affirmer, il faudrait également pour les pays d'Afrique qui n'ont pas de véritable régionalisation, parce qu'il n'y a aucune communauté économique régionale en Afrique qui est debout. On a pensé croire que la CEDEAO marchait, mais il a fallu attendre concernant l'exemple du Mali pour voir ce qui se passe avec la CEDEAO. La CEMAC, n'en parlons pas, non. La CEA, c'est du n'importe quoi. Ça montre tout simplement que parce que cette régionalisation ne marche pas et parce que nous n'avons pas des Muammar Kadhafi égales qui pourront remettre l'Afrique sur les rails, nos dirigeants sont là, faibles à eux-mêmes. Et la place de l'Afrique ressort donc clairement. La mondialisation est là, le jeu est prêt. Mais nous ne voulons pas nous-mêmes devenir des acteurs majeurs dans ce que nous devons faire dans le processus. Oui, Modeste, je vous relance rapidement. Certains vous rétorqueront que les contraintes exogènes, celles-là que vous connaissez, quand on sait, vous avez mis en exergue le fait que dans les relations internationales, nous avons le rapport de force qui est généralement une primauté. Est-ce que ne peut-on pas vous rétorquer que l'Afrique étant entrée, nous en parlerons tout à l'heure, peut-être de manière un peu tardive, dans le processus de mondialisation, est-ce que nous ne pouvons pas avoir une forme, ils peuvent au moins se dédouaner sur cet aspect-là en disant que bon, les choses ont été faites quand nous n'étions pas là, donc il est difficile maintenant de rentrer dans le jeu, sachant que les cartes étaient déjà jouées. Non, il n'est pas difficile de rentrer dans le jeu. Je pense que le moment s'y est même. Ça, c'est le bon moment. Parce que sur d'autres plateformes, on a eu à le dire déjà que ce qui se passe du côté de l'Ukraine aujourd'hui
donne une possibilité et une seconde chance à l'Afrique de se réorganiser. Donc je pense que si demain ou après-demain, il va falloir reconstituer les organismes principaux de l'ONU, il va falloir tenir en compte ces éléments-là pour que l'Afrique se positionne. Moi, ma crainte, c'est que même à ce niveau, l'Afrique n'est pas prête dans le positionnement. Pourtant, je dis, les cartes sont sur la table parce qu'il est sans doute sûr que dans les années à venir, peut-être d'ici 2023-2025, qu'on ait une nouvelle configuration totale de la gestion et même de ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que même le bloc Union européenne est enfin aujourd'hui à se disloquer. On a vu l'influence et l'entrée en scène de la Chine. Ça va créer un certain principe. Vous voyez aujourd'hui la CPI enquête sur les crimes de guerre et autres. Mais attention, les pays comme la Russie avaient anticipé. Que va devenir la CPI demain après-demain? Que va devenir donc le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a montré aujourd'hui ses limites? Parce que lorsqu'un pays comme la Russie a un veto, aucune résolution ne va passer. Du coup, on pourrait reformer cette organisation. Mais l'Afrique, où en est l'Afrique? Le Cameroun a présidé seulement au mois de février, si nous étions présidents du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. On a essayé de poser certains problèmes. On a toujours géré ce cas. On veut plus de place au sein du Conseil de sécurité. On veut. Mais est-ce que le dialogue qu'on utilise, est-ce que nous avons de bons négociateurs? Est-ce que le langage même qu'on utilise et le comportement de nos dirigeants est favorable à ce que nous demandons lorsque nous sommes même devant la tribune des nations puisse passer? Puisqu'il suffit tout simplement, vous allez vous-même observer qu'un dirigeant X qui est devant la tribune des Nations Unies tient un discours qui est totalement différent d'un autre dirigeant. Mais ça pose un réel problème. Et moi, j'insiste que si l'Afrique continue à devenir ou à aller en rang dispersé, pour Gambok, ce sera difficile même de capitaliser. Pourtant, c'est possible. Je dis surtout en l'état. C'est possible. L'Union africaine devrait absolument prendre une position sérieuse sur le dossier. Pas seulement une position influencée. Parce qu'on a l'impression que certains dirigeants et même cette institution ont pris des positions tranchées et influencées. Mais il faut se positionner en même temps. Que l'Afrique montre par l'exemple que voici. Mais il y a eu, on a brisé, l'OTAN a peut-être brisé les règles. C'est pourquoi la conséquence est là aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, ça va nous donner plus de chance. Et rassurez-vous, nous sommes dans le monde des relations internationales. Il n'y a pas de philanthropie. Ça veut dire que celui qui est dans ce rapport de force que vous évoquez, celui qui est en face de vous, vous êtes pour maintenir dans la position dans laquelle vous êtes. Et si vous ne faites rien, vous allez maintenir et il demeurera maître. D'accord, merci beaucoup Yves Modeste Ngué. D'accord, professeur, nous avons déjà essayé d'établir un tableau assez globalisé de ce qu'on peut appeler la mondialisation et même de manière succincte essayer de voir un peu la place de l'Afrique. Maintenant, essayons de revenir davantage au Cameroun. Comment est-ce que de manière introspective, nous pouvons analyser l'entrée du Cameroun dans le jeu des relations internationales? Et lorsqu'on parle de relations internationales, nous entendons là la mondialisation. Comment nous analyser cette entrée du Cameroun? Je crois que nous pouvons chronologiquement situer ça à partir du moment où notre pays est devenu souverain, c'est-à-dire un acteur sur la scène internationale en tant qu'État indépendant. Donc nous nous situons là dans les années 60 et on pourrait mettre ça en deux périodes, c'est-à-dire la phase du premier président qui a été de 1960 à 82 et puis la phase du deuxième mandat de l'autre président, de l'actuel, qui est parti donc de 82 jusqu'à l'heure actuelle. On peut dire que l'entrée du Cameroun a été dans les années 60. Il faut dire que nous venons d'être indépendants. Le Cameroun, il faut aussi dire que les relations internationales sont aussi empreintes des intérêts des puissants en réalité, parce que c'est eux qui donnent le ton. Le Cameroun est un pays assez prospère et l'économie est prospère en ce moment-là
Nous vendons le cacao. On est un pays qui est courtisé, on peut dire ça, et sous la protection, on peut le dire, des anciennes puissances. Et en ce moment-là, je crois, le Cameroun est très bien perçu, je crois, sur la scène internationale. Le Cameroun a une politique assez dynamique d'ouverture. Je me souviens les rapports avec la Chine. Il est vrai que nous sommes au lendemain de la polarisation du monde, mais il s'était créé un troisième groupe auquel appartenait le Cameroun. Il s'agit du groupe des non-alignés, c'est-à-dire des pays qui voulaient garder leur indépendance et la liberté d'échanger, de coopérer, qu'il s'agisse du bloc de l'Est ou qu'il s'agisse du bloc de l'Ouest. Et le Cameroun a toujours gardé cette ligne-là de non-alignement et de coopération avec tous les pays qui rentrent dans le cadre des intérêts. Et je crois que c'est dans cette foulée que nous avons établi les rapports avec la Russie, avec la Chine, qui étaient des blocs de l'Est, et d'autres pays qui étaient des pays de l'Est à l'époque. Et également, nous avons eu des rapports très très étroits avec des grandes puissances comme les États-Unis, la France, l'Angleterre. Et en ce moment-là, le Cameroun a essayé de tirer avantage, profit, qu'il s'agisse des accords économiques, qu'il s'agisse de la formation de la jeunesse, parce que le Cameroun a envoyé à peu près ses élites. Certains se formaient en Russie, certains se formaient en France, aux États-Unis, en Angleterre. Et je pense que cette position a été maintenue lors de la deuxième mandature. C'est-à-dire que le Cameroun a toujours été un pays très modéré, qui a su chercher ses intérêts et qui n'a pas pris des positions vis-à-vis d'un bloc ou d'un autre susceptible de miner ses intérêts. Et je pense que ça a été cette position de sagesse qui fait que cette ligne a été gardée, je crois, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, merci professeur. Vous avez parlé de l'intégration du Cameroun dans ce qu'on a appelé le bloc des non-alignés. Michel Mbarga, lorsque nous savons que la notion même de non-alignement vient de la conférence de Bandung, et si mes souvenirs sont exacts, c'est en 1955, et le Cameroun n'est pas encore un pays indépendant. Alors, comment comprendre donc cette entrée du Cameroun dans ce bloc-là, quand on sait qu'à ce moment, le monde était bipolarisé, vous l'avez dit tout à l'heure, entre le bloc communiste et le bloc capitaliste. Alors, comment justifier donc le positionnement du Cameroun à ce moment-là, quand on sait qu'il s'est aligné sur une position dont il n'a pas fait partie? Lorsque nous parlons de la conférence de Bandung, je pense qu'il y avait l'Éthiopie, mais le Cameroun n'y était pas présent. Donc, comment justifiez-vous donc cet alignement vers le non-alignement? Vous faites très bien, et je crois que pour revenir à la dorsale, à cette deuxième dorsale de l'émission, dans laquelle vous voulez qu'on se focalise sur le Cameroun dans la mondialisation, dans les relations internationales, le curseur est justement bien placé le 24 avril 1955, avec la tenue à Bandung en Indonésie de cette conférence des non-alignés. Je crois que c'est à ce moment-là que le Cameroun commence à poser, le Cameroun et beaucoup d'autres pays qui n'ont pas encore accès officiellement à la souveraineté internationale commencent à jouer, à pousser leur premier ballon sur le terrain des relations internationales. L'Égyptien Gamal Nasser, il était l'une des grandes vedettes, mais de nombreux pays africains étaient également présents à cette conférence-là en tant que future entité, en tant qu'entité territoriale n'ayant pas encore accès à la souveraineté internationale qui leur donnait les droits et les privilèges des États.
mais déjà la gestation et les négociations en vue des indépendances pour les uns et les guerres d'indépendance pour les autres avaient déjà commencé parce qu'elles ont démarré dès le lendemain, dès 1945 et le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce niveau-là, vous remarquerez que la conférence de Bandung, ou alors la doctrine du non-alignement, pour laquelle le Cameroun a pris fait et cause en 1955, est demeurée la même jusqu'en 2022. C'est d'ailleurs l'un des dictats fondamentaux, l'un des 10 commandements de la diplomatie camerounaise ou alors de la conduite de nos affaires étrangères. Ça veut dire que en 1955, rappelons le contexte historique, le Cameroun est en pleine guerre d'indépendance contre la France. Il y a des nationalistes regroupés au sein de l'Union des populations du Cameroun, le plus ancien parti politique du Cameroun, qui à ce moment-là agrège quasiment toutes les sensibilités locales, nationales, sont en guerre pour un seul projet, la réunification, puis, c'est-à-dire la réunification, je pourrais dire ça comme ça, d'abord la réunification, ensuite l'indépendance du Cameroun. Réunification parce qu'évidemment, il y avait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les accords qui avaient été adoptés, qui divisaient le Cameroun en deux parties, la partie orientale et la partie occidentale. Et donc les nationalistes de l'UPC se mettent à ce moment à exiger que le Cameroun soit d'abord réuni avant d'arriver à l'indépendance. Et le Cameroun ne va pas mener des négociations qui soient uniquement du verbiage pacifique. Le Cameroun va rentrer en guerre. Il y aura ce génocide-là dont parle abondamment Thomas Deltombe et certains confrères journalistes français et camerounais dans un ouvrage dont le titre m'échappe et que je n'ai jamais cessé de recommander. Et il y a l'utilisation du napalm qui est une arme de destruction massive, une arme chimique utilisée cette fois-là par l'armée française pour perpétrer un génocide sur le Cameroun. La France pour cela n'a jamais présenté ses excuses au Cameroun, elle n'a jamais été traduite à la Cour pénale internationale de justice, il n'y a jamais eu de représailles pour cela. C'est une parenthèse en passant. Et donc voilà là où on en est. Et donc quand le Cameroun va quand même à Bandung pour participer à cette conférence de non-alignement, c'est pour indiquer la voie qui serait la nôtre. Même en cas de une précision, Michel Mbarga, le Cameroun n'était pas officiellement représenté. Vous parlez là des dirigeants certainement de l'UPC qui menaient la bataille contre le colon. Alors que le gouvernement officiel s'était abstenu, avait envoyé un émissaire de manière discrète, mais s'était abstenu de se présenter officiellement à cette conférence de Bandung. Et donc, depuis ce moment, le Cameroun a placé les bases, les jalons, la fondation de ce qui guiderait plus tard ses relations internationales, sa diplomatie. Le Cameroun tient particulièrement à 2 ou 3 principes essentiels dans le cadre de ses relations avec les autres États, avec les autres entités internationales, avec les ensembles sous-régionaux. C'est le respect en premier de la souveraineté des États. Le Cameroun tient à ce que la souveraineté de chaque État soit respectée. Et donc pour cela, applique une politique de non-ingérence dans les affaires internes des États. Parce qu'il considère qu'un État qui a eu accès à la souveraineté internationale a les moyens, ou peut se donner les moyens de gérer ses affaires en interne. Le Cameroun a également un autre pilier sur lequel il s'appuie, c'est la paix, le maintien de la paix et la sauvegarde des relations cordiales avec ses voisins et les autres entités internationales. Le Cameroun privilégie cet aspect des relations internationales, en même temps que le Cameroun respecte donc la souveraineté des autres. Et donc, ce principe-là va nous guider tout au long. Le non-alignement, précisément parce que entre l'Est, c'est l'alignement, soit à l'idéologie de l'Est, qui est communiste, socialiste à cette époque-là, soit à celle de l'Ouest, qui est capitaliste, sinon ultralibérale, déjà à ce moment-là. Et le Cameroun se dit, nous n'avons, logiquement, quand nous faisons une analyse réelle de nos forces, de nos faiblesses, nous n'avons pas les moyens d'assumer un alignement quelconque. Même s'il fallait aller vers le capitalisme. En l'état actuel, le Cameroun n'avait pas de moyens à ce moment-là
d'assumer un capitalisme qui soit ouvert, ni pour un communisme. Et donc le Cameroun choisit donc de ne pas se faire d'inimitié sur la scène internationale et de conserver ses amis des deux bords, des deux pôles, de pouvoir faire les affaires avec l'Est et l'Ouest à la fois, de coopérer. C'est en cela, c'est même ça l'esprit et l'idéologie. Et donc cette politique sera mise en place et implémentée dès l'indépendance en 1960. Elle sera poursuivie tout au long des années, avec des nuances, mais elle va demeurer la même sous l'avènement de la Deuxième République, avec Paul Biya, qui entre en scène en tant que deuxième président de la République du Cameroun, et le Cameroun est resté positionné dans cette logique-là, la logique du non-alignement, la logique d'une diplomatie et d'une politique étrangère qui ne soit pas agressive vis-à-vis de l'autre, qui privilégie la concertation, le dialogue, qui ne s'aligne pas, et donc, tout au long, vous allez remarquer que le Cameroun s'est souvent vu à l'international comme étant un cadre de dialogue, a souvent fait entendre sa voix en tant que tel. Lorsque les États-Unis décident malgré tout d'envahir l'Irak, le Cameroun, qui à ce moment-là préside, occupe une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, est appelé à se prononcer sur cette guerre en Irak. Et la position du Cameroun, portée par le plénipotentiaire de la diplomatie nationale, son Excellence Paul Biya, sera claire, sera à la mesure des objectifs qu'on s'est fixés là-dedans. Sauf que, maintenant placé dans le cadre de la mondialisation, qui est essentiellement sauvage, essentiellement barbare, essentiellement brutale, la mondialisation vous impose une guerre en permanence. Le non-alignement du Cameroun exige aujourd'hui, en 2022, d'être, à mon avis, relifté. Il mérite d'être relooké, il mérite d'intégrer les éléments nouveaux qui n'étaient pas les éléments présents de géopolitique en 1960 quand on entrait, qui n'étaient pas les éléments de géopolitique de 1980 ou 82, qui n'étaient pas les éléments géopolitiques de 90 ou même de 2000. La mondialisation a aujourd'hui le caractère particulier, c'est qu'elle se déploie dans un environnement où tout va extrêmement vite. Et le cadre d'expression de notre positionnement officiel est demeuré dans les enclos d'il y a 60 ans. Donc il faut à un moment le sortir de là, lui imposer les éléments nouveaux, lui apporter des éléments nouveaux qui s'imposent. Sinon on reste à la traîne. Sinon votre question que vous adressez tout à l'heure à Yves Modeste Ngué va demeurer. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer le fait qu'on a eu des contraintes qui nous ont empêchés de prendre la place qui est la nôtre dans la mondialisation? C'est vrai qu'il y a eu des contraintes, mais les contraintes que le Cameroun avait en 1960 étaient les mêmes contraintes que la Chine avait en 1960, que la Malaisie avait en 1960, que la Thaïlande avait en 1960. En 2022, où se situe la Chine, où se situe la Malaisie, où se situe la Thaïlande, où se situe le Cameroun? Si on est parti sur la même ligne de départ, pourquoi on ne peut pas faire au moins le même résultat qu'à l'arrivée? Ça veut dire qu'on est resté à la traîne pour X ou Y raison qu'il va falloir examiner. D'où l'intérêt de la question que vous posez. Le Cameroun dans la mondialisation, notamment en 2022. Dans ce concert des nations, quelle est la place qui est la nôtre en tant qu'entité nationale, en attendant que le rêve des États-Unis d'Afrique devienne réalité? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite pour continuer à avancer? Et Yves Modeste Ngué a commencé à vous dire des choses. Il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Et moi, je vais essayer de m'embourber dans cette brèche-là. C'est que toutes les crises qui se sont succédées depuis au moins 40 ans étaient des opportunités pour l'Afrique. La récente crise du coronavirus était une opportunité pour l'Afrique et le Cameroun de prendre une meilleure place dans ce jeu international de la mondialisation. Mais nous semblons nous refuser les armes d'aller vers là. Et là, c'est la faute d'abord au leadership. Quand on a un instrument comme la ZLECAf, pourquoi on n'arrive pas à capitaliser dessus pour booster le commerce intra-africain et donc finalement rendre minime les effets extérieurs du commerce international, de l'OMC et de tous ces échanges dans lesquels l'Afrique de toutes les façons est toujours mal partie, mal barrée, mal arrivée et est toujours perdante. Ce serait l'occasion. Quand vous regardez, je trahis un secret si je dis que je sors il y a moins de 2 heures de l'ambassade du Sénégal au Cameroun, où dans le cadre du réseau
des journalistes de la diplomatie et de la stratégie, nous avons eu un café diplomatique avec l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun. Le Sénégal, c'est un pays qui a des atouts incroyables avec le Cameroun. C'est deux pays qui ont un accès à la mer totalement ouvert. Mais quand vous allez questionner les échanges intérieurs sur le plan économique, ça ne vaut pratiquement rien. C'est des niches d'opportunités à explorer. Le Sénégal a l'une des industries culturelles, des artisans qui font de la maroquinerie et des choses qu'on va souvent chercher en Turquie, très loin là-bas, qu'on peut s'offrir ici avec des amis sénégalais. C'est ça en fait la difficulté, c'est qu'à un moment, dans cette mondialisation, nous devons intégrer que le pacifisme est bien. Aller vers la paix, c'est bien. Mais qui mieux que celui qui veut la paix prépare la guerre? Toutes les données internationales nous le disent aujourd'hui. Et donc, il faut que les pays africains, le Cameroun avec, se donnent les moyens de prendre une place plus importante, plus prépondérante dans la mondialisation. Ce d'autant plus que l'Afrique est le continent de demain. L'Afrique est l'unique continent de la croissance. L'Afrique est la niche des opportunités. Sur le continent africain en 2100, vivront la moitié de la population mondiale en 2100. Donc c'est le plus grand marché potentiellement et réellement. Nous avons nos vocations à prendre une meilleure place. Et la meilleure place ne se demande pas, comme Yves Modeste le disait tout à l'heure, on ne va pas à l'ONU pleurnicher une place au Conseil de sécurité de l'ONU. On bouscule les choses, on montre les muscles, on montre de quoi on est capable et on arrache cette place-là de force. C'est un peu brutal, mais c'est réel. C'est ça la réalité des relations internationales. C'est bien ce qui fait que l'OTAN, avec toute l'armada, chaque fois que la France, le 14 juillet, doit défiler sur les Champs-Élysées, on vous sort toute l'artillerie, tout l'armement, les États-Unis, pareil, ils sont où pour aller défendre l'Ukraine? C'est bien la preuve que sur la scène internationale, en réalité, le droit international, la force du droit international s'arrête là où commence le droit de la force internationale. Et il faut donc se donner la force internationale à travers l'armement. Comment est-ce qu'un continent comme le continent africain n'a pas d'industrie d'armement alors que c'est le continent qui agrège le plus grand nombre de conflits armés au monde? C'est une incongruité que la mondialisation ne doit pas nous faire accepter. Donc il faut, il y a des pistes, il y a des choses comme celles-là qui sont visibles et essentielles et que le leadership africain et les opinions publiques nationales doivent s'approprier pour se donner les moyens de se faire la place qui est la nôtre, qui est encore très loin d'être la nôtre dans la mondialisation. Sinon, aujourd'hui nous sommes à plat ventre, mais demain nous serons à plat ventre à genoux. Je ne vous laisse pas dessiner cette position. Si on ne fait rien maintenant, demain nous serons à plat ventre à genoux et bouffés par l'ogre de la mondialisation et on sera disparu. D'accord, merci monsieur. Donc déjà Yves Modeste, nous allons sortir cette question parce que c'est une thématique assez profonde. Nous reviendrons certainement là-dessus. Mais j'aimerais m'appesantir sur deux faits du président de la République du Cameroun, puisque nous parlons aujourd'hui du Cameroun. D'abord, le président de la République, dans les années 80-90, a dit « Le Cameroun est la chasse gardée de personne ». Ça, c'est la première expression. En 2019, lors du Forum de Paris, le Cameroun, par la voix de son président, a plaidé pour une forme de démocratisation de la gouvernance mondiale. Démocratisation, bien sûr, voulue par l'ONU, mais qui doit être implémentée en se tendant vers les institutions de Bretton Woods, que sont celles que sont la Banque mondiale et le FMI. Alors, Yves Modeste Ngué, à votre avis, selon vos analyses, comment donc interroger cette posture du Cameroun? Qu'il faut-il le rappeler? Parce que nous avons mis en exergue ici le rapport de force. Mais j'aimerais rappeler à mon ami et frère Michel Mbarga que Kadhafi a déchiré la charte de l'ONU à Mondovision et nous savons quel est le sort qui lui a été réservé pour les actions qu'il était en train de mener. Donc, j'aimerais mettre en exergue ces différents aspects et vous donner certaines citations du président de la République pour que vous puissiez nous donner plus ou moins davantage d'éclaircies sur le positionnement du Cameroun. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Donc, vous allez nous appesantir sur la période de 1982 à nos jours. Alors, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre que le chef de l'État fasse cette déclaration-là. Parce que quelqu'un a dit sur un plateau, je ne sais plus lequel, que certains de nos dirigeants sont des sous-préfets de la France ou de certains. Et vous vous dites quoi, Yves Modeste Ngué? Alors, oui, voilà, je vous laisse
besoin de rappeler le plateau relatif. De toutes les façons, c'est une figure qui voudrait tout simplement dire que aller vers les institutions de Bretton Woods, par exemple, n'est pas une mauvaise chose, mais ça s'inscrit dans une logique aussi. Dans une logique où il faut absolument faire ce que le maître à un moment donné nous demande de faire. Et je crois que c'est beaucoup plus ça. Lorsqu'on part contracter certaines dettes, on part soumissionner ou bien on reçoit des aides du Covid par rapport à une certaine institution financière internationale, on oublie qu'on peut créer une institution au sein de la CEAC qui peut devenir plus forte. On oublie que les pays qui sont nos voisins, avec nos pays voisins, on peut créer une organisation assez puissante qui peut autonomiser. Mais depuis quand, par exemple, on parle de la question du franc CFA, je n'entre pas dans les détails du franc CFA, mais c'est pour dire que l'autonomisation que nous voulons, on ne va pas l'obtenir si on continue à courir pour d'abord derrière ces institutions-là. Non, parce que quelque part nous sommes tenus. C'est pourquoi vous allez voir que le jour où un dirigeant va donc se lever pour dire non, il aura tous les problèmes du monde. Mais lorsque vous avez anticipé, mais ça vous donne une certaine facilité aussi de vous en sortir facilement. Par contre, là où c'est bien la démocratisation des institutions, la démocratisation des partenaires ou bien la chasse gardée de personnes, c'est une belle. Parce qu'on ne peut pas être une nation qui reçoit tout, ou alors qui donne tout à un seul partenaire, alors que nous en avons une pléthore. Il faut différencier, il faut dire non. Si nous avons 10 chantiers, que de donner tous les 10 chantiers à la France, mieux vaut donner 2 chantiers à la France, un chantier à la Russie, un autre chantier à la Chine, et ainsi de suite. Quelque part, ça vous couvre également. Et ça, c'est une très belle démarche du Cameroun. C'est une très belle démarche. Mais ce qu'on récuse, c'est le fait que, et là, ça ne concerne pas seulement le Cameroun, mais c'est le fait que le Cameroun, qui est considéré aujourd'hui comme le pays meneur de la sous-région Afrique centrale, par exemple, puisse peser de tout son poids pour qu'au moins la sous-région Afrique centrale puisse avoir une institution forte. Mais les réserves de la BEAC sont où? Pourquoi ne pas imiter, faire quelque chose comme la BEAC, mais seulement pour les pays de cette institution? Bon, à l'Afrique de l'Ouest, ils ont commencé, même si ce n'est pas ça. Ils ont commencé, ils ont dit l'écho est monté, l'écho est descendu. Tous ne sont pas d'accord, mais où est cette volonté chez nous? C'est ça donc qui va nous autonomiser pour un bon. Et tant qu'on n'en est pas là, c'est vrai, j'ai couvert un sommet à Yaoundé, un sommet de la CEMAC, où les chefs d'État avaient dit qu'il faut prendre au sérieux cette histoire, cette question financière, pour que l'Afrique centrale puisse avoir une certaine autonomie. Mais depuis que ce sommet est passé en 2017 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où nous en sommes avec les résolutions, et d'autres s'en tiennent. C'est comme une lettre morte. Pourtant, c'est là où nous devons mettre l'accent. Mais ne croyez pas que vous allez dire à nos dirigeants d'aller sortir de ces institutions. Déjà que je vous dirais que c'est pratiquement impossible, mais on peut y être en réfléchissant autrement. Et c'est là où nous interpellons nos leaders. Tant que ce n'est pas fait, nous, la mondialisation et tout le reste, vraiment nous passons à côté. Je suis totalement d'accord avec Michel Barga là-dessus. D'accord, Yves Modeste. Donc, jusqu'à présent, nous demeurons, comme François Fanon le disait, les damnés de la terre. Vous savez que c'est un auteur qui a longuement écrit sur les notions du sous-développement et des notions du tiers-monde. Quand on sait que le tiers-monde regroupait cela pratiquement 3 continents à son commencement, c'est-à-dire l'Asie, une partie de l'Afrique, plutôt toute l'Afrique et une partie de l'Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, la terre des damnés, elle concerne principalement l'Afrique. De toute façon, c'est une thématique extrêmement importante et nous y reviendrons de manière beaucoup plus profonde en étudiant les différents aspects de la mondialisation et le positionnement particulier à chaque fois du Cameroun. Donc, sans transition, nous passons à la deuxième thématique, au pas de course. Chacun dira rapidement un mot. Sur ce vote-là qui a eu lieu, Michel Barga, très tout récemment, à l'ONU, condamnant, un vote qui condamne
vote de résolution qui condamnerait la Russie, qui mène aujourd'hui une opération spéciale au niveau de l'Ukraine. Donc une résolution est passée au sein de cette institution-là afin de voir des pays qui étaient pour ou contre. Donc les résultats, nous nous situerons beaucoup plus en Afrique. Nous constatons que sur les 54 États que compte l'Afrique, nous avons eu 15 abstentions, 8 non-votants qui n'ont même pas participé, dont le Cameroun, et une voix contre. La trentaine restant qui s'est alignée sur la position de l'ascension. Donc, très rapidement, Michel Mbarga, comment vous comprenez donc ce positionnement des pays africains, tout en mettant en relief les aspects de l'intégration sous-régionale, du moins les différentes compartimentations de l'Afrique. Comment voyez-vous ce positionnement-là? C'est un positionnement qui reflète comment on dit ça, l'hétérogénéité idéologique et politique du continent africain, l'hétérogénéité de nos intérêts. Et c'est justement ça le défi, celui de construire une Afrique qui puisse parler d'une seule voix. Pas au sens de gommer les spécificités ou les particularités, mais au sens de construire un bloc qui a les mêmes intérêts vitaux, les mêmes intérêts essentiels. Vous ne vous attendiez pas que pour cette résolution, par exemple, l'Algérie vota pour les sanctions, pour qu'on sanctionne la Russie, ou que l'Éthiopie... Non. L'Algérie et l'Éthiopie qui sont des partenaires affichés traditionnels de la Russie, qui justement, lorsque l'Algérie est en bisbille avec la France, avec laquelle elle ne s'embrasse pas seulement sur la bouche récemment, elle va recourir à la Russie, à qui elle vend son pétrole, à qui elle vend du gaz. Mais Michel Mbarga, je vous relance. Nous savons que l'Algérie s'est abstenue. L'Algérie n'a pas voté contre la résolution. Dans l'abstention, vous y voyez quoi? Est-ce qu'elle a voté pour? Non, elle s'est abstenue, donc c'est-à-dire elle ne prend pas parti. D'ailleurs, interrogeons même la valeur de ce vote. Quand on a terminé de voter comme ça, qu'est-ce qui s'ensuit? Qu'est-ce qui change réellement sur la conduite ou la poursuite ou la non-poursuite des hostilités? Je pense que c'est une sanction morale, beaucoup plus morale qu'autre chose. Et vous avez vu jusqu'où la morale nous a donc conduit sur l'échiquier international depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que je disais tout à l'heure. La morale, les bons principes, la bonne pensance, le correctement politique, le droit international ont leurs limites. Là où commence la force du droit international, la bien-pensance, on leur limite là où commence le droit de la force internationale. Et c'est de cela qu'il est question. Sur l'échiquier international, c'est la force. Elle a beau se déguiser, mais ça demeure un rapport de force. Ça demeure essentiellement la force, la brutalité et la violence. J'élucide mon propos. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on sort du world power, du strong power. On n'est plus, et on conceptualise et on met en mouvement ce qu'on a appelé le soft power. Donc, de l'autre côté, outre-Atlantique, on a compris qu'on doit être permanemment en guerre. La guerre est une question, elle est permanente. C'est eux qui vous disent que qui veut la paix prépare la guerre. Mais nous, on est dans des expectatives où on essaye, ok, au nom de la pacification, on va laisser des pays en paix. Et on fait de la doctrine, on fait de la philosophie, on fait des génuflexions, des Ave Maria. C'est bien, c'est beau, mais pour quelle efficacité? De l'autre côté, on a commencé donc. Et justement, au nom de cela, les résolutions du lendemain de la Seconde Guerre mondiale prévoyaient la non-militarisation, le désarmement d'ailleurs. Il fallait arrêter la course effrénée vers l'armement, la dénucléarisation, et ainsi de suite. Mais quand on parle de dénucléarisation, il y a quand même un petit groupe qui est resté attaché à l'arme nucléaire et qui se bat pour que les autres n'en aient pas accès. Ils se battent pour garder le droit de la force, l'usage de la force, et que les autres ne l'aient pas. À quoi ça sert donc le droit international si on peut avoir... Ils auraient pu se battre pour conserver autant les principes du droit international. Non, je crois que il faut se dire ça comme ça. C'est que à l'échiquier
international, il faut être trop fort. On parlait des médias tout à l'heure. Les médias sont des armes du soft power. C'est des armes de guerre. Et il faut investir là-dedans. La France et le Quai d'Orsay ne mettent pas autant de millions d'euros dans RFI et France 24 et ne pleurent pas pour autant, pour rien, parce qu'ils savent ce que ça aide à faire, à bassiner, à lessiver les opinions publiques internationales pour rendre finalement plus facile l'action militaire qui devient finalement un film. Quand on a gagné votre esprit, votre conscience, l'aspect militaire devient tellement un film. C'est pour ça qu'on peut vous faire marcher à Yaoundé, dans les grues de Yaoundé, pour que vous souteniez une invasion en Irak sans que vous ne vous rendiez compte, et que plus tard vous vous rendiez compte en fait Colin Powell à la tribune des Nations Unies avait plutôt apporté de la lessive, un détergent dans un grivoire qu'il avait soulevé comme ça en présentant cela comme des armes de destruction massive. C'est la supercherie internationale, c'est de cela qu'il est question. Donc il faut qu'on sorte de ces carcans-là pour se donner les moyens de la force internationale. Et à l'ère du soft power, je vous le dis souvent et je vous le rappelle, la guerre elle est NBCO, elle est nucléaire comme les armes nucléaires, elle est bactériologique avec tout ce qu'on sait, le coronavirus et consorts, elle est chimique avec tout ce que ça peut impliquer, mais c'est surtout la guerre des ondes, elle est haut, la guerre des médias. Quand la France a RFI et France 24, quand la Grande-Bretagne a BBC, quand les États-Unis d'Amérique ont CNN, l'Afrique a quoi? Le Cameroun a quoi pour riposter? La Russie a Sputnik et ce qu'on veut, qui n'ont peut-être pas la même implantation que les... Mais nous, on a quoi? On a CFTV, là où, en plus, je suis sûr qu'on enquiquine le promoteur sur les impôts, sur des choses, on ne lui facilite pas la tâche. Mais justement, il va falloir qu'un jour, on se décide d'aller vers là. Et c'est dire que si on veut prendre notre place sur l'échiquier international, il faut soutenir le promoteur de CFTV à hauteur de 5 milliards de francs par an, par exemple, pour qu'il fasse le job qui doit être le tien et qu'il a commencé à faire avec les modestes moyens qui sont les siens. C'est comme ça qu'il faut penser la chose. Et autant sur le plan médiatique que sur d'autres aspects culturels qui constituent le soft power, la diplomatie du sport, la diplomatie culturelle, les médias, le placement du personnel dans les organisations internationales pour pouvoir impulser le changement de paradigme qu'on veut. Le leadership, il faut que nos leaders incarnent le changement qu'ils veulent voir dans les relations internationales, dans les institutions internationales, qu'ils commencent à incarner ce changement dans leur attitude, dans leur politique nationale au quotidien. Et je suis sûr que cela deviendra un mouvement continental, une dynamique qui ne laissera personne sur le bas-côté de la route. D'accord. Donc, professeur, on parle là d'hétérogénéité de l'Afrique, quand on parle du positionnement, de son positionnement sur la scène internationale à travers cette résolution. Ne peut-on pas mettre aussi en cause, du moins ne peut-on pas mettre en exergue la non-remise en cause des frontières héritées au moment des indépendances, quand on sait que ces frontières ont été tracées par le colon en faveur de ses intérêts. Donc, est-ce que cela n'explique pas aussi cette hétérogénéité que nous constatons lorsque l'Afrique doit parler d'une seule voix? Tout à fait. C'est-à-dire que ça date des années d'indépendance. Hétérogénéité par rapport, pas tant à l'intérieur des populations, je pense qu'ils peuvent trouver des éléments qui les unissent. Mais hétérogénéité par rapport à l'histoire coloniale, parce que nous avons eu beaucoup de pays qui nous ont colonisés. Le Cameroun a eu presque tout le lot. Les Allemands, les Anglais, les Français. Il y a eu ailleurs les Espagnols, les Portugais. Ça a créé des histoires particulières, des intérêts particuliers, mais ce qu'il faut dire, et ça je voudrais revenir à des leaders charismatiques que nous avons eus en Afrique comme Nkrumah, qui ont perçu la voix avec la publication de son livre Africa Must Unite. C'est-à-dire que la voie était tracée malgré, parce que ces divergences même datent des années 60, avec deux, je peux dire, deux figures de proue comme, ou quelques figures de proue, comme Nkrumah, comme Houphouët-Boigny, qui était plus pour... Tout à fait, le groupe de Casablanca et celui de Marrakech. Exact. Donc, ceci, effectivement, il faut dire que c'est un projet
qui va être sabordé, parce que tout à l'heure j'ai aimé, lorsque nous parlions des institutions de Bretton Woods et tout ça, ce qu'il faut dire, c'est que ces institutions ne viennent pas chez nous pour défendre nos intérêts. Ils défendent les intérêts du capital qu'ils sont chargés de fructifier. Et il faut que nous soyons assez perspicaces là-dessus. C'est-à-dire que lorsque nous négocions avec ces institutions, ils ne nous feront pas des cadeaux. Ce ne sont pas des philanthropes. Et il faudrait que nous sachions où est notre intérêt. Où est notre intérêt. Donc, décidément, ce qui ressort, c'est que nous, Africains, nous devons nous rendre compte que tant que l'on est divisé, tant que l'on parle de voies divergences, nous sommes condamnés à être manipulés, à être dominés par les autres. Et que définitivement, il n'y a pas deux voies. La voie pour que l'Afrique fasse entendre sa voix, c'est de nous unifier. Et il faut craindre la mondialisation idéologique dont a parlé tout à l'heure M. Mbarga, à savoir celle du nouvel ordre mondial, qui visiblement pour certains est inéluctable. Mais ça, c'est la fin de nos pays. Ça, c'est la disparition, je veux dire, si un tel projet venait à se mettre en route. Parce que c'est quoi? C'est nier la nature du monde, qui est un monde divergent, un monde multicolore, un monde divers. C'est nier cette réalité-là. Même la nature ne peut pas être standardisée, organisée en un seul moule. Non, la nature est diverse, la nature est multicolore, et c'est pour ça que moi je dis c'est une idéologie contre nature. Et nous pensons que ça ne devrait pas réussir, parce que ça voudrait dire quoi? Ces nouvelles, ça voudrait dire que nous devons tous penser la même chose. Ça voudrait dire que, prenons le cas du Cameroun, c'est-à-dire que le Giziga doit penser comme le Bantou, doit penser comme... Non, c'est pas possible. Le monde est beau comme il est dans sa diversité. Ce qu'il faut voir, c'est un peu le monde tel que l'ont vu les poètes africains, Césaire et Senghor, c'est-à-dire un rendez-vous du donner et du recevoir. Dans le donner et recevoir, ça veut dire que chacun apporte quelque chose, et nous devons effectivement valoriser cette différence. Je crois que c'est vers cette mondialisation que nous devons aller. Nous ne devons pas aller vers une mondialisation dictatoriale où c'est un ordre qui vient s'imposer à l'autre. Un tel projet ne va pas aboutir. Un tel projet ne va pas aboutir parce que ça suscite tout de suite des contestations et le refus des autres. Et comme je l'ai dit, c'est naturel, la diversité est naturelle. C'est pas l'homme qui a créé la diversité, la nature. Regardez même... et là, c'est l'anthropologue qui parle. Oui, regardez même la nature. Hein? Allez dans la forêt, vous ne verrez jamais, même quand il s'agit d'une seule espèce, prenons le palmier, vous ne verrez jamais tous les palmiers qui ont la même apparence, vous verrez toujours des petites différences. Donc, ce que souvent nous oublions, c'est que nous les êtres humains, nous sommes des animaux, c'est-à-dire des espèces animales, et que la diversité même humaine que nous voyons, c'est la nature qui nous l'a imposé. Au départ, je suppose, l'homme étant né en Afrique, c'était un homme noir, certainement, et qui est devenu l'homme métissé, l'homme blanc, aujourd'hui que nous avons, à cause des migrations, des adaptations au monde. Donc, vouloir changer ces lois naturelles, je crois que c'est contre nature. Et un tel projet ne devrait pas réussir. Voilà. D'accord. Avec vous, Yves Modeste, nous sortons de ce sujet très rapidement parce que nous sommes quasiment sortis des délais qui nous étaient impartis. Alors, en une minute, Yves Modeste, quel est votre point de vue sur ce vote de résolution
qui est passé et surtout comment comprendre le positionnement des pays africains? Alors, comme les autres panélistes, le professeur Michel Baraka, je pense que ça s'est traduit par les faits. Cette situation de désolidarisation en cours au sein du continent, ça s'est traduit à travers ce vote. Mais maintenant, avec, on pourrait comprendre également les réactions des uns et des autres parce que c'est un jeu d'intérêt. Ce qui est peut-être plus important de dire, c'est que l'Afrique a à nouveau raté une possibilité ou une opportunité à elle donner pour essayer de marquer un pas de plus dans le jeu et surtout dans les enjeux du monde des relations internationales et surtout de l'équilibre au niveau des rapports de force. Et quelqu'un a posé la question, je crois que c'est Michel Barga, que après ce vote, ce sera quoi la suite? Le vote, c'est vrai, il est symbolique, il a été symbolique, mais il traduit tout de même une certaine volonté, il traduit une certaine volonté de ces États, leur sentiment de ce qui se passe. On voit aujourd'hui, je crois, l'ambassadeur du Sénégal a dit clairement lors d'une activité en journée avec le Réjoutis, pourquoi le Sénégal a voté l'abstention. Alors, il en est de même pour d'autres États, donc je crois tout simplement que l'Afrique gagnerait davantage à mieux s'accorder sur certaines questions de ce genre, parce que une position plus utile qui viendrait également d'une institution, l'institution la plus forte, pourrait donner plus de crédibilité également à la position africaine afin de capitaliser les acquis, surtout même de mieux positionner le continent. Merci beaucoup Yves Modeste Ngué. Merci monsieur. Merci à la réalisation qui nous a permis de faire, on va le dire, cette légère sortie de piste. Merci beaucoup à cette réalisation technique. Merci à la supervision générale du docteur, le docteur Jean-Moïse Mbok qui nous permet de mettre ce soir dans de très bonnes conditions. Merci à vous, messieurs les téléspectateurs, mesdames. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour ce rendez-vous qui se veut hebdomadaire et surtout un rendez-vous de référence pour vous. Nous établirons et nous essaierons d'entrer davantage en profondeur sur un certain nombre de thématiques. Nous n'avons pas pu le faire aujourd'hui. Pardonnez-nous. Donc, à nous revoir. À très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, restez scotchés sur votre télévision, Source d'eau vive télévision.